Alors aujourd'hui, je suis là pour vous parler, vous présenter en fait les résultats suite à 3 années du volet 3 du projet OSIRISK. OSIRISK qui tient pour Open Source de l'inondation et des risques associés à Québec, donc qui fait partie des projets Odyssée Saint-Laurent et donc membre du risque. Alors, je vais commencer par vous présenter le projet plus global afin que vous ayez une idée de où est-ce que se situent les résultats que je vous présente dans le cadre global de notre projet. Ensuite, le volet 3 plus spécifiquement et les résultats que vous allez voir. Donc, certains faits saillants, évidemment, je ne peux pas vous présenter l'ensemble de nos résultats, il y en aurait beaucoup. Ça va faire l'objet d'un chapitre de livre et d'un article qui sont rédigés présentement en révision. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vais vous inviter à les consulter pour avoir vraiment plus de détails là-dessus. Puis, je vais vous offrir une discussion par rapport au constat que ça nous a permis de faire émerger et qui mène ensuite à ce qu'on va faire avec les résultats qu'on a réussi à obtenir dans cette phase du volet 3 du projet. Donc, le projet OSIRISK, c'est un projet qui, globalement, vise à proposer des outils qui vont intégrer des états de l'art en matière de modélisation de l'aléa inondation et de communication des risques côtiers pour permettre d'appuyer les politiques publiques à la fois en aménagement du territoire, mais aussi pour les interventions en matière de sécurité publique, qui sont en fait les deux revers d'une même médaille que souvent les autorités municipales se retrouvent à devoir donc tenir entre leurs mains, départager entre sécurité publique et aménagement, ce qui peut parfois poser bien des problèmes. Donc, le projet, plus spécifiquement, se concentre dans la région de l'estuaire fluvial, donc la portion qui est en vert, qui englobe la région donc de la communauté métropolitaine de la ville de Québec. Le projet est financé par le réseau Québec maritime, donc dans son programme Odyssée. Le début du financement a lieu en 2019, juste avant qu'on tombe en pandémie mondiale, ce qui a un peu changé là, en cours de route les besoins et les façons de faire du projet. Et le financement se termine donc cette année. C'est pour ça qu'on vous présente des résultats, mais il nous reste encore quelque chose à terminer pour vraiment clore le projet. Le projet est mené par une équipe qui est multidisciplinaire, donc Damien Van Van Bang du département de génie hydraulique de l'INRS, Sylvie Daniel du département des sciences géomatiques de l'Université Laval, donc d'un côté davantage modélisation, de l'autre côté plus mesure. Donc, vraiment le caractère géomatique du projet. Bernard Motulski, donc chaire de relations publiques et communication marketing de l'UQAM pour le côté communication, évidemment. Lily Lessard de la chaire interdisciplinaire sur la santé et les services sociaux pour les populations rurales qui, elle, donc se penchait sur le côté besoin de la population, vulnérabilité, etc. Et moi qui ai travaillé donc comme chercheur pour la chaire de relations publiques et communication marketing de l'UQAM. Notre partenaire principal était la communauté métropolitaine de Québec. C'est grâce à eux qu'on a pu mener certaines de nos activités que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, le projet Osiris, comme je vous l'ai mentionné au début, comporte 3 volets. Donc, vraiment un volet aménagement du territoire et géomatique, un volet hydrodynamique et le modèle Osiris. Donc, quand on parle de modèle open source, c'est l'idée derrière le projet Osiris. Et le volet sur lequel j'ai travaillé est celui qui porte sur les besoins des populations et plus spécifiquement la communication du risque. Donc, ce volet 3 a émergé, dans le fond, le besoin pour un focus plus particulier sur les besoins de la population et la communication du risque a émergé suite aux consultations sur les zones d'intervention spéciale qui avaient été annoncées par le gouvernement en 2019, on a vraiment pu relever que les municipalités avaient besoin d'être consultées quand on allait donc revoir les cartes, les zones inondables. Il y avait aussi un besoin des citoyens, mais aussi des municipalités d'être entendus, d'avoir l'impression d'avoir un mot à dire, de pouvoir vraiment s'impliquer dans la réalisation de ces outils cartographiques-là.
qui avait une importance accrue aussi du moment où la présentation des cartes était faite. On s'est rendu compte qu'on l'avait fait beaucoup trop tôt, donc on veut savoir exactement à quel moment dans le processus est-ce qu'on présente des cartes, à quel état d'achèvement de l'outil cartographique est-ce que c'est approprié de faire appel aux citoyens, de faire intervenir donc les différentes parties prenantes et quels sont les impacts chez les citoyens en matière d'inquiétude, d'insatisfaction face au processus à la fois de communication, mais le processus aussi scientifique derrière la création des cartes et l'absence de réponse aux principales questions que les personnes pouvaient avoir. Donc, il n'y avait pas vraiment de dialogue de côté interactif à la communication qui était effectuée. Le but spécifiquement du projet 3 est de vraiment préparer les individus et les communautés. Donc, quand on parle d'individus de communauté, c'est à la fois ceux qui vont habiter sur le littoral, mais les personnes qui vont y travailler, les gens qui ont des intérêts socio-économiques, récréatifs ou culturels dans ces zones-là. Donc, de faire face aux défis puis aux réalités qui sont liées aux inondations fluviales. Donc, vraiment aussi un aspect particulier au fait qu'on se concentre sur l'estuaire fluvial par rapport à une rivière parce que le phénomène lui-même n'est pas le même. Il y a toutes sortes de facteurs qui entrent en ligne de compte et il y a une complexité aussi parce que on fait face à différents acteurs, des paliers de gouvernement différents que quand on est vraiment juste dans le cas d'une rivière. Les objectifs plus spécifiques du volet 3, c'était de documenter les besoins des populations, des communautés riveraines. Donc, avant la diffusion des nouvelles cartes pour s'assurer que les cartes allaient être comprises puis qu'il allait avoir une acceptation des outils qu'on proposait puis des limites qui pouvaient venir avec ces outils cartographiques-là, de vraiment prévenir les impacts sur la santé, le bien-être, la qualité du tissu social, et puis d'identifier des ressources, soit qu'on avait déjà ou qu'on souhaitait développer, pour pouvoir accompagner les citoyens et les municipalités dans ces changements-là. On a effectué donc 2 activités principales. Il y a eu évidemment des entrevues avec les experts du projet, mais surtout une revue narrative de la littérature pour vraiment aller faire ressortir c'était quoi les enjeux, les besoins communicationnels des populations en matière d'inondation. Il y a 42 documents qui ont été analysés plus en profondeur, de la littérature scientifique et grise à l'été 2020, qui ont permis vraiment de faire ressortir toutes sortes d'enjeux qu'il fallait dont on tienne compte. Et il y avait aussi l'aspect consultation, participation qu'on essayait de faire ressortir. Donc, quels étaient les outils, les méthodes qui avaient déjà été utilisées, qui avaient fait leurs preuves pour voir qu'est-ce qu'on pouvait appliquer dans le cadre du projet. On a ensuite effectué une consultation des parties prenantes par le biais d'un atelier qui a été effectué dans le cadre des tables de concertation de la région de Québec. Donc, tous les acteurs qui avaient vraiment un parti pris par rapport au fleuve étaient invités. On a eu 25 personnes qui ont participé. Donc, à la fois des gens des ministères concernés, il y avait des municipalités, des associations récréatives régionales, les pilotes du Saint-Laurent, des organismes de bassins versants, donc vraiment tous les acteurs qu'on était capable de regrouper autour de la question des inondations fluviales. Ça s'est déroulé sous forme d'un atelier Zoom, des tables de discussion un peu à l'idée des cafés du monde où est-ce qu'il y avait un déplacement des participants avec des thématiques, donc des tables qui portaient sur la perception du risque, des impacts et de la vulnérabilité, les forces et les défis des différents milieux, les communications selon les publics, les moyens et les outils et les acteurs à consulter ou à mobiliser. Donc, les groupes discutaient de chacun des sujets, puis ensuite, les personnes qui animaient les tables, qui étaient des étudiants ou des chercheurs, sont venus faire un espèce de résumé et cette consultation-là a fait l'objet d'un rapport qui a été soumis à la TCRQ, à la CMQ, pardon, qui, eux, dans le fond, en ont fait part à leurs membres. Et puis, on a eu aussi un formulaire de satisfaction par rapport à cette activité-là pour savoir qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment, qu'est-ce qui avait été particulièrement apprécié et surtout faire ressortir si jamais il y avait des thématiques qu'on avait eu le temps d'aborder mais pas d'approfondir. Donc, vraiment de permettre aux participants d'aller au bout de leurs idées pour nous fournir toutes sortes de matériel pour justement nos conclusions, nos résultats, mais aussi la suite des choses qui vient d'ici la fin de l'année 2022. Donc, les faits saillants de nos résultats, on les a regroupés par catégorie, donc dans une espèce d'analyse thématique, les vulnérabilités, les défis,
la perception des risques, les enjeux de communication et les besoins de la population face aux risques. Donc, au niveau des vulnérabilités, les inondations fluviales ont la particularité de pouvoir vraiment affecter une multitude de types d'infrastructures, que ce soit des routes, des établissements, des domiciles, des résidences, des lieux de villégiature, des lieux récréatifs. Donc, vraiment, toutes sortes de types d'infrastructures qui sont affectées par le phénomène. Ça peut aussi comporter des enjeux majeurs en termes de gestion de l'eau potable, des risques de contamination, la destruction des milieux humides. Ça peut venir aussi menacer certaines activités, par exemple, des activités agricoles, des activités récréo-touristiques. Et il peut y avoir évidemment des impacts matériels, financiers, sociaux sur la santé et la mobilité de toutes les personnes affectées qui sont majeures. Il y a aussi une variabilité dans la vulnérabilité de certains groupes qui doivent être considérés plus spécifiquement dans les efforts de communication, notamment les personnes qui vont être de passage, donc les audiences qui sont de transit, comme les personnes qui sont touristes dans la région ou les automobilistes qui vont utiliser certains secteurs à risque simplement pour se déplacer, aller au travail, sans que ce soit nécessairement leur lieu de résidence. Ces personnes-là, comment on réussit à les rejoindre, comment on réussit à leur faire passer le message alors qu'ils sont là que pendant un court moment. Donc, quels sont les meilleurs moyens pour aller vraiment leur faire prendre conscience des risques? Il y a les populations immigrantes et défavorisées aussi qui peuvent cumuler certains facteurs de vulnérabilité, comme un certain isolement social, ça peut être une précarité socio-économique, ça peut être des problèmes au niveau de la langue, donc de la compréhension des outils de communication qui font, donc doivent faire l'objet dans les efforts de communication d'une attention particulière, et les personnes âgées ou en perte de mobilité pour qui les impacts des risques liés aux inondations fluviales peuvent être vraiment accrus parce que le niveau d'acceptabilité dans leur cas peut être vraiment moindre. Par exemple, si ils perdent tout ce qu'ils ont, ils n'ont pas moyen d'aller se déplacer, de changer d'emploi, donc d'aller dans la famille. La façon dont ils vont s'adapter aussi aux risques varie beaucoup pour ces populations-là. Donc, on s'est rendu compte que les moyens, évidemment, qui devaient être déployés devaient s'adresser aux particularités de chacune de ces audiences-là. Par rapport aux défis, il y a des défis au niveau de la concertation et de la coordination, entre autres parce que la responsabilité de la gestion du fleuve et des zones qui sont assujetties aux inondations fluviales sont partagées en divers paliers de gouvernement, divers organismes qui sont privés, publics, avec des rôles peu définis. Souvent, il y a un chevauchement des responsabilités. Au niveau de la communication aussi, on ne sait pas exactement qui est responsable de quoi. Ça fait en sorte que les citoyens peuvent avoir de la difficulté à savoir en fait à qui s'adresser pour les différents types de besoins qu'ils vont avoir en termes d'information, en termes de recours, etc., quand vient le temps de répondre donc au phénomène des inondations fluviales. Il y a aussi l'apport d'experts et de disciplines multiples, donc des personnes qui vont avoir un bagage de connaissances qui souvent ne sont pas mises en commun et qui nous font passer peut-être à côté de solutions qui peuvent être novatrices en matière de gestion ou de mitigation des impacts des inondations fluviales. Donc, comment est-ce qu'on fait pour regrouper ces personnes-là, pour les faire s'asseoir ensemble pour trouver des solutions? Par rapport aux applications des mesures de prévention et de mitigation, il y a aussi certains secteurs d'activité qui vont contribuer à aggraver les impacts ou les vulnérabilités par rapport au phénomène. Si on pense notamment à des personnes qui vont aller pratiquer des activités récréo-touristiques dans des zones qui peuvent être dangereuses, qui ne sont pas nécessairement conscientes des dangers, ou alors des secteurs peut-être comme agricoles qui peuvent venir donc par exemple, détruire certains milieux humides qui vont permettre de prévenir les impacts des inondations fluviales. Il y a aussi un manque de cohérence et d'uniformité dans l'application des mesures de mitigation ou des mesures d'aménagement du territoire, ce qui peut poser vraiment problème parce que, au niveau de la perception des risques, les gens vont se dire, mais comment ça se fait que dans tel territoire, on applique tel type de mesure? Pourquoi est-ce que nous, on n'a pas un muret
qui va nous protéger? Pourquoi est-ce que j'ai pas le droit de construire à telle distance du rivage? Donc, étant donné que c'est vraiment très hétérogène la façon dont les mesures sont appliquées, ça donne beaucoup de difficultés pour faire passer le message, pour faire accepter aussi certaines mesures de prévention et de mitigation. Par rapport à la perception des risques, donc, puisque ce sont des risques qui sont vraiment très complexes quand c'est lié à l'estuaire fluvial, la communication des risques l'est tout autant, que ce soit au niveau de la gestion de la communication, des rôles, mais aussi de comprendre, faire comprendre le phénomène. Il y a aussi le fait que la perception des risques influence directement la mobilisation et la préparation des citoyens. Donc, est-ce que les gens vont être prêts à mettre en place les mesures de mitigation, les mesures de prévention? Comment les gens vont réagir face à l'occurrence d'un de ces phénomènes-là? Donc, leur préparation est directement liée à leur perception du risque. Donc, il faut gérer et tenir compte de ça quand on fait de la communication. Les perceptions vont varier en fonction notamment du degré d'exposition au risque. Évidemment, des citoyens qui sont sur le littoral vont être beaucoup plus conscientisés, peut-être plus mobilisés que des personnes qui sont vraiment dans les terres, qui ne sont pas directement en contact avec le fleuve et avec les inondations que ça peut produire. Il y a aussi l'historique d'expérience liée aux inondations. Quelqu'un qui aura subi des inondations par le passé va soit minimiser le phénomène ou alors, au contraire, être beaucoup plus sensibilisé et beaucoup plus proactif par rapport à quoi faire pour se prémunir contre ça. Il y a la nature des activités pratiquées en zone inondable aussi qui peut faire varier le niveau de perception des risques et la capacité à comprendre et à interpréter les outils cartographiques. 5 minutes. Les enjeux de communication, donc, il y a l'acceptabilité sociale puis l'adhésion quant aux mesures à appliquer. Donc, souvent, on peut ne pas comprendre ou mal interpréter les outils cartographiques. Ça, c'est à la fois vrai pour la population et les décideurs. Il peut y avoir des doutes aussi quant à la crédibilité des données, donc la méthodologie scientifique derrière, et puis de la méfiance quant aux raisons derrière l'implantation de certaines mesures. On peut soupçonner que ça peut être des raisons politiques plutôt que des raisons de sécurité civile. Pour les autorités municipales, il y a des enjeux parce que les différentes municipalités n'ont pas nécessairement les mêmes ressources pour faire face au phénomène des inondations, ni les mêmes connaissances, les mêmes moyens de communication. Les besoins d'accompagnement varient beaucoup d'un secteur et d'une population à l'autre. Puis, il faut trouver l'équilibre entre la volonté politique et la sécurité publique de faire quelque chose pour réduire le phénomène. Les besoins de la population face au risque, donc la population veut savoir à qui s'adresser lors d'un sinistre. Il y a plusieurs sources d'informations, plusieurs interlocuteurs, c'est difficile de démêler tout ça. Il faut aussi leur donner les capacités des actions à poser plutôt que juste leur expliquer le phénomène, donc parler concrètement en termes d'impact et donner des moyens à prendre concrets pour leur permettre donc de se responsabiliser face au risque des inondations fluviales. Par rapport à ce que ça nous a permis de faire émerger comme constat, donc, que les outils cartographiques devraient intégrer des informations sur les vulnérabilités territoriales plutôt que de simplement parler du phénomène en termes météorologiques ou topographiques pour permettre aux décideurs de prendre des meilleures décisions, d'expliquer la méthodologie d'élaboration des outils pour essayer de favoriser leur acceptation puis leur compréhension, et d'essayer potentiellement de présenter le type d'occupation qu'on devrait avoir sur un secteur plutôt que de simplement dire qu'est-ce qui est interdit de faire, qui est une façon de faire qui a été utilisée ailleurs et qui fonctionne beaucoup plus. Au niveau des approches participatives, il y a vraiment un apport notable de la consultation et de la concertation. Donc, ça nous permet de développer une meilleure compréhension des réalités sur le terrain, de favoriser l'acceptabilité des outils puisque les gens ont été impliqués dans le processus de création de l'outil. Il faut aussi intégrer des processus d'écoute et de consultation le plus précocement possible dans le projet, ce qui permet de mettre les gens à bord, là, donc de faire adhérer à la population mobilisée aussi. Puis, il faut tenir compte de l'influence de la perception des risques dans l'élaboration des approches de participation, évidemment. Différentes méthodes de consultation qui ont été utilisées ailleurs, qui pourraient être utilisées dans le cadre de la région métropolitaine de Québec qui fait l'objet du projet OSIRISC. Et en termes de bonnes pratiques de communication, donc, il faut établir les rôles et les responsabilités, pas juste en matière de gestion des risques, mais de communication, et ce, tout au long du processus de gestion des risques. Il faut que la communication soit omnicanale et multimédia.
Et idéalement, il faut qu'on utilise les forces vives du milieu, c'est-à-dire d'identifier puis de mettre à profit les réseaux de communication qui existent déjà sur le terrain. Notamment, on parlait des organismes de bassin versant qui sont super actifs déjà auprès de la population. Il y a des avantages donc au développement d'un outil cartographique qui serait commun, accessible à tous. Ça permettrait une meilleure prise de décision, une décision beaucoup plus coordonnée, une meilleure communication, mais dans l'élaboration de cet outil-là, tenir compte de la perception des risques, de la vulnérabilité et des besoins de la population et des défis et enjeux des citoyens et des décideurs, puis d'intégrer le plus précocement possible les approches participatives et les forces vives des milieux. Dans le cadre donc du projet Osiris, nos prochaines étapes, c'est de développer une boîte à outils qui va permettre d'outiller les décideurs pour pouvoir mieux faire une communication sur les différentes thématiques, dans le fond, les mêmes thématiques qu'on avait utilisées pour nos tables de concertation, pour permettre donc de mieux communiquer sur le risque fluvial. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Flore. 20 minutes pile. Bravo. On a du temps donc pour des questions, commentaires, rétroactions sur la présentation de Flore. Cinq minutes. Je peux me permettre peut-être, Flore, l'intégration, la considération de la perception. Je me demandais si, dans le développement d'un outil cartographique, par exemple, je me demandais si vous aviez des pistes de construction ou d'intégration de la perception. Comment on intègre la perception du risque dans un outil? Donc, dans certaines méthodes d'intégration, de participation et de consultation qui ont été utilisées ailleurs, il y a notamment l'Angleterre qui est très, très, très avancée pour les méthodes participatives en matière de communication sur les inondations. Il y a la communication par groupe de compétences, qui est le fait de mettre ensemble à la fois des décideurs, des membres du public et des experts scientifiques qui vont devoir communiquer sur le risque. Et ça permet de vraiment développer, de mettre à plat, dans le fond, toutes les angoisses, justement les biais de perception qui peuvent être introduits, de permettre aux chercheurs de développer une meilleure compréhension de la perception des risques chez les citoyens, chez les décideurs, pour pouvoir intégrer ces considérations-là dans l'élaboration de leurs solutions scientifiques, dans ce cas-ci, les outils cartographiques en matière d'inondation. Il y a aussi les systèmes d'information géographique participatifs qui vont permettre donc d'aller chercher des informations sur les vulnérabilités, que ce soit des vulnérabilités réelles ou perçues de la part du public. Il y a le Advocacy Coalition Framework, qui est aussi une autre méthode, mais elle, d'apprentissage post-événement. Dans le fond, suite à l'occurrence d'un événement, on vient intégrer la réalité, comment chaque personne a vécu l'événement, que ce soit autant des répondants que des décideurs, que des membres de la population, puis des scientifiques qui ont été là tout au long de l'événement, pour vraiment permettre de mieux adapter les outils réglementaires à cette réalité-là. Et finalement, il y a donc une approche qui avait été utilisée plus en Asie, mais qui demande à des groupes de population de développer des cartes selon eux, donc des zones qui sont à risque, des vulnérabilités du territoire, etc. Ils demandent de faire le même exercice à des scientifiques et ensuite ils mettent ces cartes-là ensemble pour voir un peu quels sont les écarts entre la perception des risques de la part du public et celle des scientifiques, pour ensuite vraiment essayer de travailler à trouver, donc à réduire cet écart-là pour donc développer des outils qui sont plus à même de répondre aux besoins de la population et des décideurs. Ok, parfait, merci pour une réponse très détaillée. Merci. Bernard, tu voulais intervenir là-dessus ou commenter? Je voulais préciser que la stratégie qui a été utilisée, c'est pour ça que Flore parle de boîte à outils aussi, c'est de rendre disponible à l'ensemble des intermédiaires, les municipalités, les associations, avec des tailles extrêmement différentes. Il y a la ville de Québec là-dedans, puis il y a plein de petites municipalités. Donc, c'est de leur rendre disponible des outils qui vont leur permettre à eux d'adapter le matériel à leur population, aux sensibilités et aux particularités. En tout cas, c'est la stratégie qu'on a retenue. Parfait, merci de la précision. Laurent? Oui, mais super intéressant. Merci, Mme Tanguay-Hébert.
Petite question, juste par rapport au panel là, que vous avez parlé en Angleterre. Est-ce que les étapes de rencontre avec les différents connaisseurs, que ce soit des experts, des scientifiques, des décideurs, est-ce que ça, c'est comme à huis clos ou c'est assemblée publique avec journalistes? Quand vous parlez le groupe d'experts, il y a différentes étapes en fait. Il y en a qui commencent par invitation à huis clos pour vraiment commencer à développer certaines idées, certaines approches. Déjà outiller les scientifiques dès le départ avant de les lancer dans la fosse aux lionnes. Puis ensuite, il y a des étapes qui s'ouvrent graduellement à de plus en plus grands groupes de la population. Donc, c'est vraiment une approche qui est graduelle parce que sinon, ça serait un peu traumatisant, je pense, comme exercice. Oui, puis on sait que dans le milieu municipal, le référendum ou l'assemblée publique, c'est la peur, ça peut complètement prendre n'importe quelle direction. Bien, c'est super, merci beaucoup. Merci, Laurent. On a le temps pour une courte question, commentaire. Rétroaction. Sinon, ça va être sur cette belle présentation. Flore, merci encore. Qu'on va mettre fin au bloc, au troisième bloc de la journée et au colloque.